Bonjour, ravi de vous retrouver. Ce n'est pas la première fois dans cette émission que nous tirons le portrait de familles peu ordinaires, celles qui sortent du schéma ultra traditionnel. Aujourd'hui, la famille d'Éric et de sa fille, Lily, et puis d'Adrien, le beau-papa. Bonjour Éric Willem. Bonjour Cyprien, bonjour Alors à pour tous. une fois, les téléspectateurs et téléspectatrices de BX1 vous voient hors de la Du palais de proximité du justice. palais de justice pour Ouais. cette émission qui passe sur BX1 quotidiennement. Avocat, aujourd'hui vous venez nous parler de votre intimité, de votre famille en fait, avec ce livre que vous avez sorti, Papa Solo, c'est aux éditions Racine. Histoire d'un papa solo. C'était une histoire qui vous brûlait les lèvres, que vous deviez raconter. Ça fait 4 ans et demi maintenant que Lily est avec moi et c'était important de témoigner de cette histoire. J'ai essayé de raconter notre histoire comme un roman. En fait, ça se lit plus comme un roman. Je suis pas du tout, j'ai pas la prétention de donner des conseils ou de dire aux gens comment il faut faire ou c'est quoi être famille monoparentale ou famille d'accueil aujourd'hui. C'est vraiment notre histoire et je pense que c'est une jolie histoire qui méritait d'être racontée. Et il n'empêche, même si vous ne donnez pas de conseils, que ça peut servir évidemment aux personnes qui voudraient se lancer dans la construction d'une famille, mais qui ne peuvent pas à nouveau le faire de manière ultra traditionnelle. Et cette histoire permet de raconter les histoires plutôt générales des familles d'accueil, avec deux personnes pour nous parler de ces familles d'accueil, comment ça se passe ces familles d'accueil, comment on les accompagne. Arnaud Gendreau, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous travaillez dans un service d'accompagnement, un SAF, ça c'est le petit nom technique, de famille d'accueil. Donc ça veut dire que vous mettez en relation des enfants qui cherchent une famille et des familles qui veulent se lancer dans le projet. Oui, mais tout à fait. Donc, nous, les services d'accompagnement d'accueil familial, c'est ce qu'on fait. Donc, on accompagne des familles d'accueil dans ce processus de réflexion à un projet, quand on a envie de se lancer comme famille d'accueil. Et donc, on les prépare et ensuite, on les met en relation avec l'enfant qui va devenir leur enfant d'accueil, avant de les accompagner tout au long de l'accueil. Parce que finalement, un service, quand on se lance comme famille d'accueil auprès d'un service, on va être accompagné par ce service tout au long du projet. Et donc, c'est super chouette de pouvoir avoir Eric qui écrit comme ça un livre et qui vient témoigner de son expérience, parce que ça permet un peu de suivre de l'intérieur comment ça fonctionne, comment ça se passe au niveau du quotidien, au niveau des émotions, au niveau de l'histoire, et vraiment c'est un super témoignage. Oui, c'est un témoignage parmi d'autres, évidemment, toutes les histoires sont individuelles, ne se ressemblent pas, mais ça sert quand même. Katia Da Silva, bonsoir. Vous la connaissez bien, vous, cette histoire, Un petit peu. puisque vous avez suivi Eric et sa fille Lily. Vous travaillez dans le service qui a accompagné la famille d'Eric en tant que psychologue. Dans chaque service, il y a des psychologues, des assistantes sociaux, des assistantes sociales, des assistants sociaux. De quoi est fondée une équipe? Alors effectivement, il y a des assistants sociaux, il y a des psychologues. Nous, dans notre service, nous avons une pédopsychiatre, ce qui n'est pas dans tous les services, une directrice et puis tout le personnel administratif qui est hyper important, parce qu'il y a tous les remboursements qui sont super importants pour les familles d'accueil aussi. Oui, il y a ces questions Ouais, administratives, évidemment, qui et sont le service est là pour ça, mais aussi pour l'aide psychologique, parce que être famille d'accueil, c'est pas rien. Et on le comprend complètement dans ce livre, c'est que quand on fonde une famille, évidemment, ça renvoie à notre propre histoire, notre propre famille, notre propre rapport avec nos parents. Vous en parlez beaucoup, Eric, d'ailleurs, de ce rapport avec votre mère, votre père aussi. Les deux ont une place ultra importante. En fait, écrire ce livre a permis aussi de se questionner sur ce qu'était en fait être parent. Et c'est loin d'être un rôle facile. Et quand on y est confronté, on se rend compte qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi et qu'il faut composer un peu comme on peut tous les jours. Et dans le livre, je raconte à la fois l'histoire de Lily, c'est vrai, mais aussi l'histoire de ma maman et le deuil que j'ai dû faire de ma maman qui est décédée. Et Lily, elle a un deuil quelque part à faire aussi de sa maman qui est toujours là quelque part, mais on ne sait pas où. Elle ne l'a plus vue depuis qu'elle était toute petite. Et donc, quelque part, il faut apprendre à vivre avec ce manque. Et c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer dans le bouquin. C'est comment faire avec ce manque, ces manques respectifs. Et les deux histoires s'entremêlent. Voilà, donc c'est pas simple. Mais au final, on y arrive, et c'est ça qui est intéressant dans la famille qu'on a construite avec Lily, c'est que finalement, je l'aide à grandir,
mais elle m'aide aussi, quelque part, non seulement à faire le deuil, mais au-delà de ça, à grandir moi aussi. Oui, ça vous a changé complètement. Vous dites dans ce livre que c'est mieux qu'une psychothérapie, une introspection extrêmement puissante. Et Katia, vous lui dites un mot là-dessus en disant que les enfants placés poussent souvent les adultes dans leur retranchement, les obligent à questionner et à grandir main dans la main avec l'enfant confié. C'est vraiment un parcours au-delà de la parentalité, et que la parentalité peut peut-être faire dans tous les cas, mais ce parcours d'accueil, ça pousse encore plus loin l'adulte dans les retranchements. Je confirme que les enfants, et c'est leur job, j'ai envie de dire aussi, parce qu'ils ont une histoire en général pas facile. Ils ont vécu beaucoup de stress, beaucoup de traumas, et doivent digérer ça. Et donc, ils ont eu peu confiance dans les figures d'attachement. Ces fameuses figures d'attachement, on parle beaucoup de ces figures d'attachement. Pour qu'un enfant soit sécure, il a besoin que sa figure d'attachement soit présente, soit fiable, sur lequel on peut compter, sur lequel l'enfant, dès qu'il est stressé et qu'il appelle, cette figure d'attachement vient le sécuriser. Et c'est comme ça que l'enfant, il apprend finalement que il vaut la peine d'être regardé, qu'il est important pour l'autre. Et d'être aimé, en fait. D'être aimé aussi. Mais important et qu'on ne l'oublie pas. Et tous les enfants qui vont à l'accueil, en tout cas une grande majorité, ils ont vécu des moments comme ça où on les a oubliés, on les a maltraités, institutionnellement ou les parents biologiques. Et donc, là, évidemment, quand on leur propose une famille d'accueil qui est bienveillante, qui a envie de les embarquer dans une histoire, eux, ils sont méfiants. Eux, ils se disent, mais moi, je sais que les figures d'attachement ne sont pas toujours fiables, ne sont pas toujours constantes et peuvent même faire peur. Je pense qu'il y a des figures d'attachement qui ont pu faire peur. Et donc là, la famille d'accueil se retrouve face à un enfant qui va les tester, évidemment, et qui va tester la fiabilité et la solidité. C'est pour ça qu'on dit toujours, on n'a pas de famille idéale pour être famille d'accueil, mais il faut être solide. Ça, on n'arrête pas de le dire. C'est ça que vous vérifiez, entre guillemets, avec les candidats, les familles candidats qui viennent auprès de vous, Arnaud Gendreau. Oui, c'est vraiment ça. En fait, c'est pas tant qu'on vérifie, nous, en tant que service, c'est plus qu'on va avoir la responsabilité d'amener les familles à se poser la question si, justement, elles se sentent suffisamment solides, suffisamment fiables, sans trop d'anxiété, parce qu'en fait, tout ce parcours de devenir parent d'accueil, parce que c'est parfois des parents qui sont déjà parents, c'est parfois des personnes qui sont seules, c'est parfois des personnes qui sont en couple, chacun a son histoire, mais finalement, d'accueillir cet enfant, qu'est-ce que ça va me faire à l'intérieur, comment ça va me transformer en tant que parent si je suis déjà parent, ou qu'est-ce que ça va venir répondre comme espoir, comme demande, comme envie que j'avais d'être parent, et donc on va vraiment travailler avec eux de telle manière à pouvoir identifier avec eux le fait que oui, c'est un bon projet pour eux, ou non, peut-être que c'est pas un bon projet. Et je pense qu'il faut aujourd'hui aussi rappeler qu'au niveau de l'accueil, il y a 3 grands types d'accueil, parce que Eric, lui, parle de son projet d'accueil qui est un accueil de longue durée, mais en fait, pour être famille d'accueil, il y a aussi de l'accueil familial de plus courte durée. Il y a soit l'accueil d'urgence, où c'est 45 jours maximum, ou soit l'accueil de court terme, où c'est 9 mois maximum. Et ces 2 projets-là, c'est accueillir pour un temps des enfants qui sont en période compliqué, le temps que les services évaluent quel est le bon projet pour eux. Et puis, il y a ce projet de parentalité dans lequel tu es, toi, Eric, où c'est vraiment un projet d'accueil de longue durée, où en fait, on devient parent avec des enfants qui gardent leurs parents de naissance, et soit, en tant que famille d'accueil, on devient la famille du quotidien, et c'est un projet d'accueil qui dure très longtemps. Et c'est vrai que c'est des familles qui peuvent exister pour des personnes qui ont des projets comme vous, en tant que parents solo à la base. Donc ce projet, vous l'avez imaginé en étant seul, en étant gay aussi. Ça veut dire qu'à un moment, on doit faire le deuil d'une parentalité classique, je vais dire, si je peux utiliser ce mot. Et donc on trouve des manières de faire famille, et vous vous êtes lancé là-dedans après une interview en radio que vous avez entendue certainement de l'un ou l'une d'entre vous, de tous qui travaillent dans ces services, et vous vous êtes dit pourquoi pas. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs le projet évolue, et si on lit le livre, on le comprend, c'est une famille que vous auriez imaginée à l'époque où vous commenciez à vouloir être père, en tout cas? C'est une famille rêvée, en fait. C'est une famille à laquelle j'osais à peine rêver. Quand on est gay, célibataire,
à la base, je voulais adopter. Et on m'avait dit, mais gay, célibataire, l'adoption, tu peux oublier, c'est extrêmement compliqué. Ton dossier va sans cesse être mis dans le fond de la pile. Et donc, un jour, j'ai entendu parler des familles d'accueil et je suis allé à une séance d'info où Katia, d'ailleurs, expliquait le système. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Et en plus, ça donne du sens. Et en plus, il y a un vrai accompagnement qui a sans doute moins sur le long terme dans le cas d'une adoption, avec un enfant un peu sans doute qui a une histoire plus difficile, les services vont être là pour accompagner tout au long du parcours. Et c'est le cas. Katia parlait de la pédopsychiatre qui a par exemple au centre. C'est une personne que nous, on a été amenés à consulter à un moment donné. On en parle dans le bouquin parce que Lily rencontre par moment des difficultés. Il a fallu intervenir et les services sont là. N'importe quel parent peut avoir un enfant qui déraille à un moment donné, mais les parents d'accueil ont cette chance quelque part d'être suivis par des services qui sont là régulièrement pour répondre aux questions, pour accompagner. Il y a ce volet dont Katia parlait aussi, remboursement, mais c'est vrai que Lily est une enfant qui doit être suivie par une psy. Les services interviennent dans les remboursements des consultations psy. Il y a un petit subside qui est important, qui est d'un peu plus de 400 €, qui permet de faire face au quotidien, aux dépenses quotidiennes aussi de l'enfant, de faire en sorte qu'il soit bien. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui sont aussi des éléments finalement positifs dans le cadre d'un placement. Et je trouve que pour appuyer ce que disait Arnaud, c'est important aussi de comprendre que les services ne sont pas là pour contrôler, mais bien pour accompagner, pour voir si le projet, si vous êtes en adéquation avec le projet. C'est pas parce que les services estiment à un moment donné que vous n'êtes pas en adéquation que ça ne peut pas évoluer avec le temps. J'ai de temps en temps des personnes qui m'écrivent et qui me disent, moi j'ai passé les entretiens et j'ai été recalé. Ça n'a pas marché, c'est frustrant, je veux plus. Alors qu'en fait, il faut juste peut-être se dire, mais peut-être qu'il y a une bonne raison pour laquelle on n'a pas été retenu. Et ça n'empêche pas de se représenter 1 an, 2 ans plus tard, le cas échéant. Ouais, et puis l'étape avant, évidemment, ne veut pas dire qu'on est préparé à tout l'après. D'ailleurs, et on le comprend bien dans le livre, évidemment, une fois que l'enfant est là, on est comme d'ailleurs tous les enfants peuvent, des problèmes que tous les enfants peuvent poser, mais ne pas oublier aussi, c'est ça que vous dites, les traumas, ce qu'il y a eu dans l'enfance. En fait, ça doit être présent, ça doit être raconté, ça doit être là. Oui, nous on parle de troubles de l'attachement. Ces enfants ont des difficultés à s'attacher parce qu'il faut faire confiance, parce qu'ils ont tellement une mauvaise image d'eux-mêmes qu'il faut quand même expliquer. L'amour ne va pas tout sauver. Joanne Lemieux, qui est bien connue dans le milieu, elle peut dire c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant ça, il faut soutenir l'enfant, il faut l'accompagner dans ces moments de tristesse, dans ces moments d'incompréhension, dans ces moments de colère, qui est parfois pas toujours compréhensible ni pour l'enfant, ni pour la famille d'accueil. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir du tiers, c'est pour ça qu'il faut avoir un service qui fait tiers à ce moment-là. On vient à domicile, on essaye de voir. Si ça ne va pas, est-ce que c'est notre pédopsychiatre? Est-ce que c'est un psy extérieur qui doit soutenir la relation? Parce que ces enfants, ils sont en questionnement tout le temps. Mais la solidité, elle est là aussi, si on peut s'accompagner. Et il y a par exemple, dans le cas de Lily, elle a un grand frère et un petit frère. Au tout départ, ça ne lui avait pas été expliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après 1 an de placement, les services ont jugé que c'était le bon moment pour lui en parler. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette, en fait, que ce soit les services qui se sont chargés de cette mission, d'expliquer l'histoire de Katia. Et l'assistante sociale avait dessiné une ligne du temps pour représenter un peu Lily dans sa ligne du temps par rapport à son grand frère, par rapport à sa petite sœur. Ce sont eux qui ont eu cette charge, en fait. C'est pas sur mes épaules, c'est pas moi qui ai dû porter ça. Et ça, je trouve que c'est très important aussi. Ça vous permet de mettre l'énergie ailleurs, là où il faut en mettre. Oui, et puis ça continue. Et puis aussi, les familles d'accueil sont des familles qui continuent à vivre. Vous le disiez tout à l'heure, j'ai commencé solo. Depuis quelques temps maintenant, je ne suis plus solo. La personne qui vit maintenant avec moi a intégré ce projet.
Et ça, c'est chouette Il aussi. participe pleinement. On va le voir parce que il est temps de rencontrer cette Lily, votre fille, qu'on a rencontrée chez vous lors d'un dimanche après-midi de beau temps. Et on rencontre aussi Adrien, votre compagnon, qui est finalement le beau-père de Lily. Regardez. Ah, regarde un escargot. Tu te rappelles, la deuxième fois que je suis venu à la pouponnière, tu m'avais offert un escargot. Tu te souviens? Oui. Je l'avais gardé longtemps. Combien? Oh, je sais plus, il était sur le tableau de bord de ma voiture. Ça va faire 5 ans au mois de juin qu'on s'est rencontrés. Et puis alors on a eu... qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu le pré-accueil pendant 1 mois et demi, 2 mois, où je passais te voir 2-3 fois par semaine à la pouponnière. Donc on a appris à faire connaissance et puis elle est arrivée à la maison le 13 août 2020. Raconte un peu comment ça s'est passé quand t'as découvert la première fois la maison. J'étais étonnée. J'ai été direct dans le lit. Dans ta chambre? Oui. Par contre au début t'avais un petit peu peur quand je suis venu te chercher à la pouponnière. Oui, parce que je voyais plus Karen. Karen, c'est ma référente. Et j'avais peur de ne plus la voir. Il y a 600 enfants qui sont en attente d'une famille en Belgique francophone. C'est vrai que le système de famille d'accueil n'est pas bien connu parce qu'il est notamment victime de toute une série de stéréotypes. Les gens pensent qu'on va venir frapper à la porte pour reprendre l'enfant du jour au lendemain, ce qui est Interdit. Ce qui est interdit, ce qui est complètement faux, ce qui ne se produit pas. Et voilà, et c'est dommage en fait que ces enfants ne trouvent pas une famille parce qu'on ne grandit pas bien en institution. On grandit beaucoup mieux dans une famille aimante. C'est une famille normale, on ne peut plus normale. Il y a un papa, un beau papa, un petit équel. Un petit équel d'amour. Et une petite fille. Ce qui est chouette, c'est le petit chien ici que je joue avec ma belle, d'avoir un jardin, mais il est petit. Tu voudrais un plus grand jardin? Mais oui, parce que l'autre, la pouponnière, elle était 10 000 fois plus grand. D'avoir des jonquilles, c'est qui est chouette d'avoir des abeilles, c'est qui est chouette d'avoir un papa, c'est qui est chouette d'avoir un beau papa, c'est qui est chouette d'avoir une famille. Mon papa, moi, Simone et Adrichou. Moi, c'est Adrichou, le beau papa de Lily. Et voilà, je suis l'amoureux de son papa. Moi, j'aime bien Adrien parce qu'il me fait des blagues. Et il est sympa avec moi, il a déjà sur son téléphone. Il a dessiné un cœur pour mon exposé. C'était pas toujours facile. La première fois que je suis arrivé ici à la maison, Lily dormait déjà en bas et elle est remontée espionner ce qui se passait en haut. Mais sinon, ça se passe globalement bien. C'est beaucoup d'amour. Et des challenges parfois. C'est compliqué de passer des enfants plus âgés et ils méritent eux aussi en fait de trouver une famille simplement. Toi, t'es un papa en sucre. Ah oui, c'est ça. Et voilà, une tranche de vie. Il y a de la vie. Il y a de la vie, on le sent. On sent, votre compagnon dit, c'est pas toujours facile, mais il est là, sa présence, elle est très bien décrite dans votre livre aussi, la distance qu'il a su mettre, parce que le livre s'appelle Papa Solo. Vous n'êtes plus vraiment Papa Solo, mais vous restez Papa Solo. Enfin, Ouais, voilà. je dis toujours que je suis un papa solo qui n'est pas seul. Ça reste mon projet. Et Adrien a réussi à trouver la juste place. C'est vrai. Vraiment la place de beau papa, quoi, finalement. Voilà, et il est présent quand il faut, il comprend parfois que je dois aller manger en tête-à-tête avec Lily ou que je pars en général une semaine en vacances avec elle sans lui, et il comprend ça. C'est important aussi que elle sache que le lien entre elle et moi ne sera jamais brisé. Ouais. Pour moi, ça c'est essentiel qu'elle le comprenne et lui il le comprend aussi et donc il respecte ça très fort. Et je dis papa solo mais pas seul parce qu'il y a toute une série d'amis qui sont Au-delà de lui, voilà, qui sont il y a les tontons. devenus ses tontons Ouais. et qui portent le projet avec moi. Et ça, c'est très important. Les tontons, mon papa, qui est son papy, qu'elle appelle tous les soirs pour prendre de ses nouvelles. Les familles qu'on recompose, les familles, c'est ceux qui t'aiment, c'est ça le sous-titre de votre livre, et on le comprend bien ici. Alors on entendait vous dire dans ce reportage que c'est plus compliqué d'accueillir des enfants plus âgés, en tout cas il y a moins de demandes. En tout cas, c'est plus
compliqué de trouver des familles qui sont prêtes à se lancer dans ce projet avec des enfants plus âgés. Alors parce qu'il y a toute une série de choses qui sont véhiculées par la société, à savoir que si les enfants sont plus grands, c'est forcément qu'ils sont plus compliqués. Et donc je pense qu'il faut vraiment un peu mettre de la nuance et se dire qu'il y a plein d'enfants qui attendent une famille d'accueil. Ils ont des âges complètement différents et c'est sûr que quand ils sont plus grands, peut-être qu'ils ont vécu plus de choses, mais peut-être que ce qui leur est arrivé quand ils étaient plus grands aussi. Et donc je pense qu'il faut un peu sortir de cette idée préconçue pour se dire en fait moi je me lancerai bien dans un projet d'accueil, peu importe la question de l'âge. En fait aujourd'hui on attend vraiment beaucoup de familles qui devraient idéalement toquer à nos portes parce qu'il y a vraiment, on dit souvent 600 enfants qui attendent aujourd'hui une famille d'accueil. Et donc, on essaye de faire passer ce message et de faire comprendre aux gens que le projet d'accueil, c'est un projet qui est terriblement dans notre temps parce que c'est un projet solidaire, c'est un projet qui en plus respecte bien les personnes dans leur histoire. Quand on devient famille d'accueil, on va faire du « et », on va pas faire du « ou ». Et on est dans une société où on adore faire du « et ». On adore se dire qu'on va avoir et cette personne-là, et cette personne-là, et ce projet-ci, et ce projet-là. Et donc, être famille d'accueil, c'est accueillir un enfant qui a déjà une histoire. On va continuer à garder active cette histoire, tout en étant soi, en tant que famille d'accueil, pas anxieux par rapport à ça. Et c'est vraiment ça qui change tout. On sent bien dans le livre d'Éric que c'est le fait d'accueillir et de respecter la famille à sa propre place, la famille de naissance à sa propre place, qui change tout pour Lily. Et qui permet finalement de refaire une autre famille vraie. Il n'y a pas de concurrence. C'est ça, il n'y a pas de concurrence. C'est vraiment ça. C'est la famille du quotidien, c'est la famille... De même que la famille de la petite sœur de Lily, par exemple, qui est placée également. Que vous voyez. On se voit, Lily et sa petite sœur vont dans la même école, mais la petite sœur de Lily a sa famille et Lily a sa famille, et tout est très simple en fait dans la tête des enfants. Oui, bien sûr. Moi, je voulais juste rajouter aussi... On arrive à la fin de cette émission, donc ça tombe bien. Voilà, je voulais juste rajouter aussi, et ce que j'apprécie beaucoup dans le livre aussi, c'est la transparence, que les familles d'accueil doivent être transparentes avec l'histoire de l'enfant et avec le contact, parce que ça aussi, pour nous, il y a une différence entre l'adoption et l'accueil, c'est qu'il y a encore des contacts avec les parents biologiques. Et ça aussi, c'est quelque chose qui parfois peut faire peur aux familles d'accueil. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'ils vont dire des choses difficiles ? Est-ce que l'enfant va être difficile ? Effectivement. Mais tout ça, c'est aussi l'accompagnement du service. Parce que ici, Lily, elle n'a pas eu l'occasion de voir sa mère, mais elle existe dans sa tête. Et quand l'enfant n'a pas toujours l'occasion de voir, il y a des illusions qui se mettent dans la tête des enfants. Et que quand on a l'occasion de faire des visites avec les enfants, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir que l'enfant constate, mais oui, moi j'aime mon papa, j'aime ma maman, mais je vois bien qu'ils ont du mal à venir jusqu'ici, ils ont oublié mon anniversaire, tiens, ils ne savent pas lire les consignes du jeu. Et au fur et à mesure, avec la famille d'accueil, avec le service, on peut dire, voilà, c'est bien pour ça qu'à un moment donné, le juge, il a pensé que ce choix a été fait pour toi. Pour toi. C'est pas une question d'amour. Je pense que papa et maman t'aiment, mais ils savent pas s'occuper déjà d'eux-mêmes, alors ils savent pas s'occuper de toi. Et ça, je trouve que ça soulage quand même aussi un peu l'enfant de se dire, je suis pas responsable de mon placement. Et c'est pour ça que les services sont essentiels, c'est parce que quand Éric raconte que c'est le service qui a annoncé à Lily l'histoire par rapport à la fratrie, l'existence de la fratrie, en fait, comme c'est le service qui l'annonce, la responsabilité, elle est bien portée par la société. En fait, Éric, sa responsabilité, c'est d'avoir dit « Moi, je veux être un papa. Je m'implique. Et je ne vais pas aller chercher un enfant qu'on retire à ses parents. Non, il y a des enfants qui attendent. Et toi, tu étais un enfant qui attendait. Et donc, je suis devenu ton papa d'accueil. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel de pouvoir dire ces enfants, ils ont besoin de grandir avec tout. Et il faut que les familles se sentent à l'aise avec la totalité du projet. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut encore dire, c'est que même si vous n'avez pas forcément envie de devenir famille d'accueil, déjà une bonne manière de pouvoir faire vivre ce projet, c'est d'en savoir un peu plus. Vous avez regardé une émission, vous en savez un peu plus, mais vous en parlez autour de vous. Et quand vous entendez quelqu'un parler d'un projet de vouloir devenir parent, il faut savoir que l'accueil, c'est une manière de devenir parent pour un temps ou pour longtemps. Ouais, et c'est une manière de construire une famille qui va évoluer. Vous avez peut-être le projet d'adopter Lily. C'est une
une autre étape, mais il n'empêche que votre vie actuelle, ben, c'est ça, être le papa de cette Lily qui a eu une histoire avant d'arriver chez vous et qui continue d'avoir son histoire avec vous, ses histoires personnelles, et c'est ça qui est beau dans les familles qui nous entourent. Eric Willem, qu'est-ce que vous diriez d'autre aux personnes qui auraient peut-être la crainte de lire votre livre, que ça réveillerait trop de traumas, qu'est-ce que vous leur diriez? Le livre, il est plein d'anecdotes, plein de petites choses du quotidien qui, mises bout à bout, finalement font une histoire qui est avant tout une histoire d'amour. Lily, sur les routes de Sardaigne, je le raconte dans le bouquin, à un moment donné, me demande tiens, en fait, est-ce que ma petite sœur fait partie de ma famille? Et je lui dis, mais au fond, c'est quoi pour toi une famille? Et elle me répond, bah, tous ceux qui m'aiment, quoi. Et je trouve cette définition de la famille absolument magnifique. Ouais. Et on devrait peut-être tous s'en inspirer. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Merci. Le livre est disponible dans les meilleures librairies. Une histoire d'un papa solo. Il y a pas de tabou. Hein. Vous racontez tout. Les moments les plus difficiles et les bons moments. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce témoignage. Merci d'avoir raconté ce qui se passait dans vos services. Merci pour le témoignage. À très vite sur BX1.